Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco et ensemble, on peut parler savoir-faire, actu, tendance, idées déco, coulisses. Bref, on papote et on enregistre, car ici, la déco, ça s'écoute. Et si jamais vous voulez voir quelques photos, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur. Élu designer de l'année par le salon Maison et Objets, il fallait absolument que je rencontre enfin Franklin Azy pour que vous puissiez l'écouter. Architecte de formation, il peut aussi bien signer des boutiques comme celle de Jérôme Dreyfus ou Isabelle Marant, des restaurants comme Tortuga sur le toit terrasse des Galeries Lafayette, Maison Plisson, place du marché Saint-Honoré, ou des projets plus ambitieux comme la tour Montparnasse, les berges de Seine, Beau Passage, la tour Mama Shelter à Dubaï, le port Boineau à Niort. Bref, la liste est longue et variée. En effet, son talent et son approche lui permettent de faire dialoguer architecture d'intérieur, design et art contemporain. Avec son agence, créée il y a 18 ans, il peut intervenir à tous les niveaux d'un projet, et ce, que ce soit pour des commandes publiques ou privées. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Franklin. Bonjour. Juste pour commencer, quand j'ai dit que j'allais vous interviewer, on m'a dit Hortense, sois sérieuse, Franklin c'est du haut niveau, il est un peu du côté des archis intello. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oula, archi-intello, ça je sais pas, hein, mais non, mais écoutez, j'ai l'impression de représenter une génération d'architectes, oui, enfin d'essayer de représenter la relève de l'architecture en ce moment, avec d'autres confrères, hein, avec qui d'ailleurs je collabore. Vous avez parlé tout à l'heure de la Tour Montparnasse, c'est une association avec deux autres agences d'architecture de ma génération. Et alors je ne sais pas si je représente l'architecture, non, je crois pas. Je crois qu'il y a d'autres gens qui sont aussi très très importants dans le milieu de l'architecture. Mais par contre, on essaye de représenter une génération. Ouais. Pourquoi vous avez voulu, on va commencer un peu par le début, vous avez voulu devenir architecte. Est-ce que c'était vraiment un choix de départ ou la vie vous a amené ici ? Alors, on parle souvent de vocation. On dit est-ce que c'était une vocation tardive ou précoce ? C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est venu assez naturellement. Au début, je voulais être médecin, je voulais être chirurgien. Voilà. Donc, finalement, c'est un métier qui a, au-delà des études qu'il faut faire, qui a quelques similarités. C'est vrai que la médecine et notamment la chirurgie demandent à être en même temps, disons, sachant sur plein de choses et en même temps extrêmement manuel. Et moi, je continue de penser que mon métier est un métier très manuel, dans la compréhension des matériaux, des structures, des éléments naturels. Et donc, il y a quand même une approche très sensible physique de notre métier qu'on peut à aucun moment déconnecter du côté intellectuel dont vous parliez, qui fait partie, c'est un tout. Voilà, c'est les deux. Ça demande en même temps de l'esprit et de la main. Ouais. Vous avez été, j'ai lu, l'élève de Paul Virilio, qui est philosophe et architecte, et toute sa pensée était construite, tournée autour de la critique de l'accélération et du progrès. Mais vous, avec votre métier, vous allez dans le sens du progrès. Enfin, comment Alors, c'est quasiment un sujet de philo du bac, là, ce dont vous me parlez, mais tout dépend de ce qu'on met derrière le progrès. Pour moi, le progrès, c'est pas forcément l'innovation technologique. Et finalement, je me rends compte que dans mon parcours, plus j'avance, plus je m'en éloigne, et plus je me rends compte que le bon sens constructif est en fait très très moteur dans la manière de fabriquer des objets qu'on fabrique tous les jours. Non, par contre, c'est vrai que l'éducation que j'ai eue avec Paul Virilio était très très atypique, puisque il enseignait l'architecture sans être architecte, et qu'il était écrivain et philosophe. Et donc c'est quelqu'un qui m'a plus appris à voir les choses, à les observer. Il nous a donné des techniques aussi de conception d'architecte. Il nous demandait de concevoir nos bâtiments les yeux fermés. Donc c'était un peu un gourou de l'architecture pour moi. Et c'est vrai que j'en parle très souvent parce que c'est quelqu'un qui a déclenché chez moi un appétit, une envie, un désir lié à ce métier. Et je pense qu'il a marqué définitivement ma manière de concevoir l'architecture. Vous avez créé votre agence en 2006, donc je disais, ça fait 18 ans, oui. D'accord. Pourquoi créer son agence ? Vous aviez déjà une forme d'ambition ? Avant de créer l'agence, déjà, j'ai eu un parcours quand même assez long. J'ai fait, comme on dit, j'ai fait mes classes ailleurs.
Et à l'époque, on disait toujours qu'il fallait vraiment avoir tout vu du projet d'architecture avant de monter son agence. Voilà. Et j'ai eu l'impression de voir à peu près la globalité d'une grosse structure d'agence, parce que je suis resté 8 ans chez Architecture Studio, qui est une grosse société, qui a notamment fait l'Institut du monde arabe avec Jean Nouvel, qui a fait le Parlement européen de Strasbourg. Et eux, ils m'ont vraiment tout appris sur la méthode, comment fabriquer un projet. Après, au bout d'un certain temps, j'aurais pu rester là-bas, j'aurais peut-être pu m'associer, j'aurais peut-être pu avoir un parcours plus long chez eux. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment l'envie de développer des choses qui étaient très personnelles. Et que peut-être c'était pas compatible de travailler dans le cadre d'un grand collectif d'architectes, puisqu'en fait, à l'époque, ils étaient déjà 9 personnes. Et c'est toujours compliqué de se dire qu'il y a besoin de la validation d'une dizaine de personnes pour qu'un projet émerge. Ça évite et ça empêche toute forme de spontanéité et toute forme d'innovation intellectuelle même, parce que c'est tellement passé au crible de la critique au sein même d'une structure de conception que ça finissait par me poser des problèmes vraiment de liberté de conception, de liberté plastique, de liberté intellectuelle. Donc j'ai décidé de monter ma structure et je l'ai montée en recommençant à zéro. Parce que en ayant passé une dizaine d'années dans une agence, à la fin, j'étais chef de projet de très gros projets et je m'occupais notamment des projets de tours en Chine, j'avais des grosses équipes avec moi. Et quand on redémarre sa structure, on repart de zéro. Tout seul. J'ai redémarré dans une chambre de bonne, parce que c'était la seule chose que je pouvais me permettre à l'époque, avec un stagiaire. Et puis j'ai commencé en refaisant un peu mon cheminement par la petite porte. Mon premier projet était un salon de coiffure, mais que je garde vraiment dans mon cœur parce que c'est les premières expériences clients dans lesquelles on est directement investi, directement responsable, où il y a vraiment cette approche un client peut être content ou mécontent, hein, comme dans tous les métiers. Finalement, on se rend compte qu'on n'a plus les parapluies ou les couvertures qu'on pouvait avoir autrefois en étant dans une grosse société. Et j'ai réappris à zéro à retravailler. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en partant de cette petite agence, petit à petit, on a grandi progressivement. Aujourd'hui, on est à peu près 75 personnes à l'agence. Et vous êtes très nombreux. Que font toutes ces personnes ? Que des sudoku, des mots croisés. Écoutez, c'est une agence qui est multipluridisciplinaire parce que au fil du temps, je me suis aperçu que j'avais l'ambition de réconcilier des métiers. Qui se sont séparés avec le temps. Je pense que la première cause de la séparation de nos métiers en tant qu'architecte, ça a été le fait qu'on décide dans l'éducation de séparer les arts nobles des arts moins nobles. Et j'ai eu un passage dans mes études à la Glasgow School of Art qui a été très 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 formateur pour moi, parce que ça m'a appris que notre métier était intimement lié avec tous les autres métiers de la création, que ce soit le textile, le dessin industriel, la sculpture, la peinture, l'architecture, l'archi-intérieur, le design, et j'en passe. Et du coup, c'est pas par vision égocentrique que j'ai essayé de retrouver tous ces métiers, mais c'est plus par souci d'une homogénéité de ce qu'on produit. Voilà, qu'il n'y ait pas d'incohérence entre l'archi et l'archi-intérieur, par exemple. Ce qui arrive de plus en plus, c'est terrible, c'est qu'on considère toujours qu'il y a le contenant et le contenu. Et pour moi, c'est une aberration. Quand on prend des exemples d'architectes que j'admire énormément, comme Alvar Aalto, ou c'est toujours ou Niemeyer, ou certains projets de Le Corbusier, ou Mallet-Stevens, ou Pierre Charot, c'est quand même souvent des gens qui se sont préoccupés des univers dans lesquels on habite, au sens vraiment intimiste, et des grands projets plastiques, architecturaux de plus grande échelle. Et finalement, les deux sont liés. Et moi, je considère toujours que il n'y a pas de petits, des moyens et des grands projets, c'est un projet. Quel que soit, c'est un projet. Donc j'ai la même démarche, quelle que soit l'échelle du projet que je vais démarrer. Et c'est lié à ce souci de l'aller-retour permanent, du zoom entre le détail et les grands ensembles. Et j'en reviens à ce chiffre, à votre équipe. Quand on est à la tête du coup d'une grande agence, vous arrivez à garder l'essence même de votre métier, ce qui vous plaît ? J'ai l'impression, et je me trompe peut-être, que plus notre agence se structure, plus elle est cohérente, plus elle grandit, plus j'arrive à avoir une cohérence de fabrication de projet.
parce que on a composé, c'est comme un peintre qui va composer avec une palette de couleurs. Au début, il n'a que du bleu, donc il va peindre que du bleu. Et aujourd'hui, cette palette, elle est tellement riche en ressources humaines à l'agence, avec des compétences qui sont tellement variées, diverses, d'horizons très, très, très différents, que ça me donne au contraire une beaucoup plus grande liberté de concevoir n'importe quoi. Et vous parliez aussi de sensibilité. Est-ce qu'à votre niveau, justement, avec tous ces gros projets, vous arrivez encore à mettre de l'émotion, justement de la sensibilité, ou on passe plus facilement côté technique ? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est justement un débat très important à l'agence, que je n'ai pas encore complètement réglé. Parce qu'aujourd'hui, notre métier, à la différence peut-être de comme on l'imaginait il y a un siècle ou il y a un demi-siècle, où on parlait d'un architecte un peu comme un plasticien, qui allait plus comme un artiste. Et on voit bien les grands projets de Mitterrand, les années 80, où l'architecte était un artiste. Ce qui d'ailleurs nous pose aujourd'hui énormément de problèmes qu'on nous ait catégorisés comme des artistes. Parce qu'on ne nous fait plus confiance techniquement, on ne nous fait plus confiance économiquement. Et je me bats tous les jours pour dire que l'architecture est avant tout une forme de technique, et c'est par contre l'intelligence de la résolution technique qui va apporter cette démarche plastique et créative et sensible dont vous parlez, pour aller pousser les limites beaucoup plus loin. Tant qu'on n'a pas résolu l'équation technique, c'est très difficile de se dire qu'on va être sensible, en architecture, je dis. Et je crois que c'est très symptomatique de notre génération, puisqu'en fait, on a, en 10 ans de cela, on a intégré beaucoup de problématiques techniques au projet d'architecture. L'environnement en fait partie. Et comme on est à la frontière entre 4 différentes crises, il y a la crise économique, qui demande à avoir de la technique pour pouvoir respecter une enveloppe budgétaire sur un projet, la crise sociale, qui est évidente, qui demande à comprendre les usages, l'utilisation des espaces concrets, la crise environnementale, qui demande finalement énormément de techniques pour atteindre des objectifs environnementaux, pour réduire les consommations de carbone, pour utiliser des nouveaux procédés de fabrication de structures, de squelettes pour les bâtiments qui soient moins énergivores. Et bien finalement, toutes ces crises-là ne font qu'enrichir, à mon avis, la créativité et le peu d'espace qui nous reste en créativité pour vraiment faire émerger un bâtiment de qualité. J'ai souvent interviewé des femmes et donc je leur demande est-ce que c'est difficile d'être une femme quand on est architecte. Donc vous, je vous demande est-ce que c'est plus facile d'être un homme ? C'est une très bonne question. Je pense que le milieu de la construction est quand même un milieu assez, je ne vais pas dire atypique, au contraire, il est très typique. Il hérite de tous les défauts de société qu'on pouvait subir auparavant. Et il est même encore plus exacerbé qu'un autre milieu. Donc je pense que pour une femme, c'est très très dur de percer dans ce milieu-là. Mais ça dépend aussi des parcours qu'on a au sein des agences. Moi, je vois aujourd'hui à l'agence, souvent je m'interroge sur la proportion qu'on a. Est-ce qu'il y a une parité ? Est-ce qu'il n'y a pas une parité ? Moi, j'ai beaucoup de facilité à travailler avec les femmes et je suis vraiment majoritairement encadré de femmes ici à l'agence à des postes très importants. Donc on dit souvent qu'il faut qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration. Moi, j'ai ce problème de parité inverse à l'agence et on me pose souvent cette question d'une parité totale. Mes 2 jeunes associés, qui sont Noémie Godard et Delphine Mijon, sont 2 femmes avec qui je travaille depuis toujours et qui ont beaucoup de responsabilités à l'agence et qui m'ont largement accompagné pendant tout ce développement. Vous faites beaucoup de réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement ? Qu'est-ce qu'une réhabilitation ? Comment on réussit à créer ou à innover avec de l'existant, en fait ? Alors, la réhabilitation, elle est venue, je pense, assez naturellement. Premièrement, je pense que la crise environnementale pousse impérativement à réinventer les réhabilitations. Quand un bâtiment a assumé son carbone pendant 100 ans, 200 ans ou même 50 ans, c'est une aberration environnementale que de le démolir. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme les architectes, pendant une certaine période, se considéraient comme des artistes, ils préféraient partir d'une feuille blanche. Donc il y a eu cette génération d'architectes français qui a toujours souhaité démolir les bâtiments pour vraiment représenter un échantillonnage générationnel de pure créativité. Moi, je suis totalement opposé à ça depuis des années, puisque ça fait maintenant vraiment 15 ans qu'on réhabilite des bâtiments.
Et bien au contraire, moi je trouve ça très stimulant d'analyser un bâtiment qui a déjà été construit, de comprendre les enjeux initiaux, comment l'architecte avait pu concevoir un bâtiment dans son époque, et de l'analyser comme on pourrait analyser et faire un diagnostic médical. C'est pour ça que je faisais le rapprochement tout à l'heure entre la médecine et l'architecture. Pour moi, c'est finalement assez proche, parce qu'on part toujours ou la plupart du temps maintenant, d'un existant. On va opérer un diagnostic qui va être multiple, et on va essayer de voir quels sont les ingrédients qui ne fonctionnent plus, et pourquoi ils ne fonctionnent plus, et comment on pourrait les changer, mais à minima. Et je crois que ce rapport à l'existant est pour moi très 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 fondateur de notre démarche à l'agence. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour refaire la comparaison entre le corps humain et le bâtiment d'architecture, bizarrement on utilise les mêmes termes. On parle d'un derme, c'est les façades, la peau, d'un épiderme, c'est l'isolant, d'un squelette, ça va être la structure du bâtiment, des organes de fonctionnement d'un bâtiment, toutes les machines qui servent à renouveler l'air, à faire la climatisation quand il y en a. Tous ces éléments-là, c'est des terminologies qui sont très très proches du milieu médical en fait. Si on prend l'exemple pour un peu mieux comprendre donc de la tour Montparnasse sur laquelle vous travaillez depuis longtemps, concrètement vous faites quoi? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous apportez en vraiment ça ne doit pas être évident. C'est toujours très 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 difficile de résumer un projet aussi complexe en très peu de temps, mais c'est là où je vais faire l'effort d'avoir une vision très synthétique. Mais je vais quand même d'abord démarrer par la démarche de notre projet. Avant de parler même du projet, d'abord c'est une démarche collaborative. C'est là où je pense qu'on a une génération d'architectes qui est un peu différente et qui émerge. C'est qu'on apprend à faire des projets, en l'occurrence là, à 6 mains. Il y a 3 agences d'architecture qui se sont associées. Je suis fondateur d'un groupement d'architectes et qui a décidé d'aborder la réhabilitation de la tour Montparnasse avec un groupement d'architectes. Comme elle a été conçue initialement. C'était 4 agences qui se sont mis ensemble sur un projet aussi complexe, qui ont additionné leur matière grise et leurs connaissances pour réussir à l'époque, en 1973, à sortir le projet le plus emblématique et le plus innovant. Parce qu'aujourd'hui, il est critiqué pour des raisons dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais je pense qu'elle est critiquée pour des très mauvaises raisons. Le bâtiment, il est d'une très grande qualité architecturale dans son innovation, dans sa conception initiale. Aujourd'hui, il a fallu dater un peu le carbone 14, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait garder de manière franche et qu'est-ce qui était nécessaire de remplacer ou de modifier ou d'adapter. Et donc, c'est vraiment ce travail de diagnostic qui a été important dans le projet. Mais concrètement, si je dois parler du projet, on va garder vraiment le squelette du bâtiment, c'est-à-dire toute sa structure qui est au centre, un grand noyau en béton qui comprend 30 batteries d'ascenseurs, 2 escaliers de chambord. Tout ça, c'est le tronc d'arbre de la tour. On ne peut absolument pas le bouger et on n'a pas du tout envie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas solide, par exemple. Quelqu'un qui s'y connaît pas peut se dire ça. Non, c'est très très solide. C'est très solide. C'est même à l'époque, comme on était loin des crises sur les matériaux, sur l'économie des matériaux qu'on peut maintenant voir dans nos projets. On était très généreux en structure et bien au contraire, la structure, aujourd'hui, grâce à cette structure justement, on peut alourdir légèrement le bâtiment pour lui donner une peau extérieure peut-être un peu plus lourde mais beaucoup plus performante. Et les défauts de cette tour, c'est qu'en fait, à l'époque, on mettait souvent des vitrages fumés, noirs, ou des vitrages miroirs, parce qu'on se disait que c'était la meilleure manière de combattre les apports solaires néfastes et qu'il ne fasse pas trop chaud dans les bâtiments. Mais aujourd'hui, on a besoin de l'inverse. En fait, on a besoin d'apporter de la lumière naturelle pour diminuer les consommations énergétiques des lumières artificielles dans les bâtiments, mais en même temps de se protéger du soleil. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de fabriquer ce qu'on appelle une double peau. C'est 2 parois en verre avec des choses qui se baissent en fonction de la course du soleil pour permettre de fermer la tour des apports solaires néfastes. C'est très compliqué à expliquer. Après, le programme est important. C'est qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est monoprogrammé. Il n'y a que du bureau. C'est peut-être ce qui en fait son mal-être aujourd'hui, parce qu'on considère que ça n'est pas un bâtiment public. Généralement, historiquement, les émergences dans Paris qui dépassent le gabarit haussmannien ont souvent été des lieux qui avaient la générosité d'un programme public. La Tour Eiffel, c'est un lieu public. Jussieu, l'université de Jussieu, c'est un lieu public universitaire. Et là, la tour Montparnasse, c'est le seul tour qui est dite privée, avec une fonctionnalité de bureau,
Et je pense que c'est finalement ça qui en fait son mal-être. C'est que ce ne soit pas une destination publique et qu'on a l'impression que cette tour n'appartient pas ni aux Parisiens, ni aux Français. Voilà. Et ça, on va réussir à reprogrammer la tour, à positionner des restaurants dans plusieurs parties, un business center, une grande serre en partie haute de la tour qui va permettre d'accueillir un programme tout à fait atypique. Et on va aussi... donc c'est vraiment un travail de reprogrammation. Et je pense que c'est là la qualité du projet. On dit souvent que la tour Eiffel a failli être démolie 4 fois. Tous les intellectuels de l'époque détestaient ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est l'emblème de Paris et de la France. Mais c'est l'emblème aussi parce qu'elle a fini par trouver une vocation, un programme, un usage, une utilisation. Et c'est bien la réhabilitation, elle est non seulement dans une réhabilitation physique, dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment dans une modification de sa destination, au sens utilisation, générosité d'utilisation. Il y a une grosse différence entre les commandes publiques ou privées. Le brief est différent et vous, votre travail est différent ou pas forcément? Il est tout à fait différent. C'est vrai qu'on sort d'une ère assez faste de commandes publiques, avec les grands travaux, avec toutes les modifications des grands équipements qui ont été faits, notamment dans Paris. Aujourd'hui, la commande publique, elle est plus du tout aussi présente qu'auparavant. La commande publique, elle avait un avantage assez fort, c'est vraiment de respecter le dessin de l'architecte au stade concours. Une commande privée, elle est beaucoup plus assujettie à des modifications en cours de route, parce que les choses changent, les lois changent, les normes changent, les demandes changent. Donc une commande publique, c'est plus ferme en termes de commande, donc on va souvent au bout d'une vision plastique d'un projet. Mais une commande privée, elle a l'intérêt d'aller vite et de toujours avoir le même commanditaire en face aussi. Et d'être plus créative aussi ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la commande privée, quand on analyse l'histoire du mécénat pour l'architecture depuis des siècles et des siècles, les premiers mécènes étaient l'Église. C'est eux qui ont vraiment inventé les nouveaux courants d'architecture, que ce soit l'architecture romane ou gothique ou les grands courants, venaient d'un mécène qui était la religion, l'Église. Après, il y a eu la période du XXe siècle avec les grands courants politiques, le communisme, qui a créé des nouveaux courants d'architecture parce que les commandes étaient très fortes et c'était des commandes d'État, des commandes étatiques. Et là est née vraiment une commande publique très très forte. Maintenant, cette commande publique, elle a tendance à disparaître progressivement parce que les nouveaux mécènes qui inventent les nouvelles formes d'architecture, souvent, sont des mécènes totalement privés. On prend souvent l'exemple de la Fondation Pinault ou LVMH ou Arles Luma, qui sont aujourd'hui les exemples de tous les étudiants d'architecture de c'est quoi cette commande incroyable qui arrive ? Ben, c'est des commanditaires privés. Moi, je regrette un peu la commande publique parce que je pense qu'elle était très intéressante pour fabriquer les villes, parce qu'elle défend les intérêts publics et non pas que des intérêts privatifs. Mais je pense qu'un bon équilibre entre les deux ferait, je pense, la meilleure construction des villes. Vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de concours, de compétitions. En fait, vous êtes plusieurs agences sur les projets. Comment vous vivez ça ? C'est terrible parce que quand on fait un projet, on parle souvent de la notion de paternité chez un architecte, entre une œuvre ou un bâtiment et son concepteur. C'est vrai que quand on perd des concours, on a vraiment des très gros baby blues, voilà, parce que c'est vraiment des investissements très forts pour nous, c'est des investissements financiers, humains, c'est de la recherche aussi. On a monté une cellule de recherche à l'agence qui est faite pour vraiment faire bouger des lignes, pour remettre en cause des normes qui ne sont pas forcément bonnes pour les bâtiments. Et tout ça, c'est vrai que quand ça reste de l'architecture de papier, et c'est un terme un peu des architectes, et pas de l'architecture concrète, et bien forcément, on a des grands moments de déception. Comment vous les choisissez, les projets ? Parce que vous faites autant, vous parliez de la Tour Montparnasse ou les autres, les Berges de Seine, etc. Et en même temps, vous avez fait la boutique Rosanna, boulevard Beaumarchais. Comment vous prenez les gros, les petits, vous continuez à... Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment pas de rapport d'échelle, j'ai pas d'ambition d'échelle particulière. C'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 15 ans,
les projets sont effectivement de plus en plus grands, de plus en plus complexes aussi, et que notre agence maintenant s'est absorbée des complexités de projets. Donc, mais ça n'empêche que je trouve qu'il y a ce côté très agréable de pouvoir comprendre les contours d'un petit projet, et des contours physiques, mais aussi des contours temporels. C'est un petit projet, mais pas trop de temps à sortir. Alors qu'un grand projet, vous me parlez de la Tour Montparnasse, mais il y a plein d'autres exemples à l'agence, ça peut mettre 5 ans, 6 ans, 8 ans à sortir. Et par moment, entre le moment où on a conçu le projet ou le moment où il va être livré, c'est pas toujours simple d'être en phase avec une société qui aura évolué de manière très forte. Et le projet d'architecture, c'est comme conduire un grand paquebot. Pour arriver dans le port, il faut freiner très 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 longtemps avant, mais très longtemps, des kilomètres et des kilomètres avant. Et comme on embarque des entreprises, des ingénieurs, beaucoup d'acteurs dans un projet, c'est pas aussi malléable et aussi flexible de pouvoir modifier une conception en cours de fabrication d'un projet de grande échelle. Donc, je continue d'avoir ce besoin de travailler sur des petites et moyennes échelles parce que c'est très relaxant aussi pour l'esprit. Ouais. Quel est le projet qui vous a le plus marqué ? C'est comme dire quel est l'enfant que vous préférez. C'est toujours un peu compliqué. Globalement, ils m'ont tous marqué. J'ai appris toujours des choses avec les projets. On a l'habitude de très peu refaire les choses à l'agence, qui est, disons, un état d'esprit de ne pas dupliquer les choses qu'on a déjà faites. Mon tout premier projet, c'était une commande à Tokyo pour une créatrice de mode qui s'appelait Bali Barret. On avait réalisé dans plein cœur de Tokyo un bunker rouge. Donc ça, il avait été très marquant parce que c'est finalement la première fois qu'on avait eu beaucoup d'articles de presse, que les gens commençaient à s'intéresser à ce qu'on faisait, etc. Et pourtant, c'était un projet extrêmement radical. C'est comme les groupes de rock, on dit souvent que les premiers albums sont les meilleurs, après ils ne font que diminuer en intensité. Le Sgt. Pepper restera probablement le meilleur album des Beatles. Et donc peut-être que finalement les tout premiers projets avaient la naïveté de penser qu'on peut tout faire. Voilà. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous plaît le moins ou qui est le plus difficile ? Le plus difficile, je pense que c'est franchement parmi les métiers les plus durs économiquement. Et moi, j'ai de la chance de m'en être sorti, et encore, je n'en suis pas complètement sorti parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est comme au poker, c'est que quand on est amené à travailler sur un nouveau projet, on fait tapis, on remet tout en jeu à chaque fois. Il n'y a pas d'acquis. Le seul acquis qu'on puisse avoir, c'est notre connaissance, qui fait qu'on puisse grandir. Mais je pense que c'est un projet qui a une très forte pénibilité, en fait, dans la manière d'aborder nos études. Tout est complexe. La première chose qui est complexe, c'est qu'on a une très très forte responsabilité. On n'a pas les honoraires qui vont avec, si je devais critiquer le système. On est donc responsable de tous nos ouvrages. Et c'est technique. C'est pour ça que je dis que c'est pas qu'un geste artistique, c'est-à-dire que derrière, vraiment, il peut y avoir des responsabilités civiles très fortes. Donc on a cette responsabilité. C'est un métier très dur parce que finalement on nous demande d'être responsable d'un ouvrage, même esthétiquement, mais on ne contrôle pas tous les intervenants. Nous ne les chapeautons pas toujours. C'est un métier qui est très dur parce que on ne compte jamais nos heures, parce qu'on a des honoraires qui sont très basses, mais aussi parce que comme on signe les bâtiments, les gens pensent que c'est déjà sympathique qu'on puisse signer les bâtiments, donc on ne compte pas nos heures. Bref, c'est vraiment un des métiers les plus durs que je connaisse. Voilà. Comment vous définiriez ? Est-ce qu'il y a un style Franklin Azy et est-ce qu'il faut un style pour se démarquer ? Très bonne question, la question du style. Et j'ai résolu cette équation il y a maintenant 10 ans. Et je vais vraiment l'expliquer. Je vais l'expliquer par le même sujet que la sursignature qu'on a pu avoir dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, l'architecture avait un enjeu un peu marketing. C'est-à-dire que Richard Meyer, un architecte, faisait que des bâtiments en métal blanc. Tadao Ando faisait que des bâtiments en béton banché gris avec les petits trous des moules de béton. Zaha Hadid faisait que des bâtiments déstructurés comme Frank Gehry. Et finalement, ils ont eu une écriture qui était aux yeux du public très lisible, très marketing. On savait que c'était un bâtiment de un tel ou de une telle. Aujourd'hui,
moi, je m'éloigne vraiment de cette signature unique, parce que je pense que tous les projets sont très contextuels, et c'est là où je vais parler de contextualité. C'est quand on fait un projet à Paris, ou à Tokyo, ou à Shanghai, ou à New York, on s'intègre quand même dans un tissu urbain déjà préconçu, préfabriqué, il faut dialoguer avec des bâtiments qui sont autour, et que j'ai plus une vision de conciliation de l'architecture que d'apposer une signature trop formelle et peut-être trop définie. Donc je m'oppose un peu à la sursignature des bâtiments et j'ai l'impression que notre approche, si on devait avoir un fil d'Ariane, c'est qu'elle est très diverse. Voilà. Alors c'est moins limpide pour les médias, c'est moins limpide pour les clients, mais pourtant je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste pour la ville. Vous parliez tout à l'heure donc des aspects environnementaux qui sont très importants dans votre travail, c'est-à-dire à quel choix il faut faire par exemple? C'est au niveau des matériaux, c'est au niveau de la création au tout début ou Alors, j'aurais tendance à dire que le sujet environnemental, il est en même temps ancestral et en même temps très récent. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que depuis toujours, en fait, on définit ce qu'on appelle une architecture vernaculaire, c'est-à-dire une architecture qui prend en compte les matériaux à proximité, prend en compte les éléments naturels, la pluie, le vent, la neige, le soleil, etc. Donc ça existe depuis toujours, le bon sens architectural. Mais depuis la reconstruction de l'après-guerre, on a commencé à fabriquer des architectures dites internationales, qui étaient plus des architectures très industrielles, avec des procédés très standardisés. Et on a du mal à sortir de cette période-là. On a beaucoup de mal à sortir, puisqu'en fait, ce sont les industriels qui dictent la manière dont on va utiliser des matériaux. C'est eux qui ont aussi la force de frappe de recherche sur ces nouveaux matériaux, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que des vieux matériaux ont déjà fait leurs preuves et ont déjà des grandes qualités environnementales. Donc je suis pour reprendre en considération notamment les bâtiments en pierre de taille. On peut faire un bâtiment en pierre de taille, mais qui soit très contemporain. Et pourtant, on va nous dire que c'est un bâtiment qui va être lourd, donc ça va être compliqué de l'acheminer, il va y avoir un bilan carbone avec les transports qui va être lourd, mais moi je crois que l'architecture, ça se juge dans la longévité et dans la pérennité. Je suis convaincu de ça. Et je suis convaincu qu'un bâtiment, même si à la source de sa fabrication, quand on est en neuf, il va consommer un peu de carbone, peut-être un peu plus qu'un autre bâtiment, s'il dure 2 siècles ou 3 siècles ou même plus, son bilan carbone, il va être forcément excellent. Donc chacun a ses écoles de pensée. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des bâtiments très légers parce qu'on n'aura pas à les transporter. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je pense qu'il faut mieux fabriquer des choses qui durent beaucoup dans le temps. Mais le deuxième aspect de l'environnemental, il n'est pas seulement lié aux matériaux, à la provenance des matériaux, au bilan carbone, etc. Il est pour moi intimement lié à la flexibilité des bâtiments. Quand on conçoit un bâtiment dans une fonction et qu'on ne peut pas la bouger, on ne peut pas faire évoluer la société dans un bâtiment. Et donc, on va être obligé de le démolir ou fortement, partiellement ou totalement, pour pouvoir faire évoluer cette société dans un bâtiment. Et moi, je pense que si on conçoit et on anticipe les mutations de société et qu'on a dans l'ADN du bâtiment cette mutabilité possible, comme l'est l'haussmannien, par exemple. Les bâtiments haussmanniens peuvent passer du bureau à du logement en faisant des travaux très simples et pas onéreux et pas consommateurs d'énergie. Je pense qu'il faut avoir dans l'ADN des bâtiments cette vision de mutabilité et de flexibilité, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Et là où on consomme le plus d'énergie, c'est quand on est tout le temps obligé de refaire les choses tous les 10 ans. C'est ça le problème. Et est-ce qu'il ne faut pas moins construire, tout simplement ? C'est vraiment ce qu'on fait, nous. C'est vraiment la politique de l'agence, puisque pour moi, une construction neuve, il faut remplir beaucoup de critères pour arriver à une construction neuve. Il faut vraiment qu'on soit arrivé à un niveau d'obsolescence sur un bâtiment, mais fou et incroyable, que ça nécessite une démolition, reconstruction. Mais c'est de plus en plus rare et ça va être maintenant quasiment impossible. Et j'ai même l'habitude de dire, on est en train de faire en ce moment le siège d'une société dans le 17e arrondissement, dans lequel on a hérité un bâtiment des années 80 ou même 90, qui est un peu la pire période des constructions. Et on a réussi à prouver à notre client qu'il fallait garder le squelette. Alors qu'il ne ressemblait à rien, ce bâtiment, il n'était pas répertorié. Et je pense qu'aujourd'hui, notre devoir en tant qu'architecte, c'est que même en voyant un bâtiment qui est de très mauvaise qualité, on est capable de le faire sortir de sa génération et de lui redonner un grand souffle de vie pendant un siècle. Vous vous questionnez beaucoup sur le réemploi ? Énormément.
C'est un sujet qui maintenant, nous ça fait peut-être 7-8 ans qu'on travaille sur le sujet, avec des partenaires extérieurs, parce que c'est une vraie science. C'est vraiment quelque chose qui est très scientifique. Pourquoi c'est scientifique ? Parce qu'en fait, il faut savoir... je vais prendre un exemple. L'exemple de la tour Montparnasse qu'on fait avec l'association La Nouvelle OM, avec Chartier-Lalix et Ardel Le Bihan, il y a 40 000 m² de vitrage noir sur la tour. Ça représente un volume de vitrage qui est colossal, vraiment gigantesque. Ce vitrage, c'est un simple vitrage. Donc il ne peut pas avoir cette qualité d'enveloppe thermique. Et on s'est dit, mais comment va-t-on le recycler ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire alors qu'il est vraiment impropre à n'importe quel usage de construction aujourd'hui ? Et on a décidé de le garder sur place, donc ça fait vraiment un volume verrier important, et de le réutiliser en seconde œuvre à l'intérieur du bâtiment. Comme si, au lieu de mettre des murs avec du travertin ou du bois, on va plaquer tous ces vitrages noirs à l'intérieur de la tour. Ça permet de faire ce clin d'œil entre l'histoire et la modernité aussi, de garder ce vitrage à l'intérieur de la tour. Et pour faire tout ça, ça demande de la science. Ça nous a demandé beaucoup de compétences extérieures, de faire des inventaires très précis de tous les matériaux qu'on avait à l'intérieur de la tour. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on commande une porte qui va être dans un local technique, la porte qu'on avait il y a 20 ans est la même que celle qu'on aura aujourd'hui. Donc pourquoi en changer ? Pourquoi pas la démanteler, la garder sur place et la repositionner ailleurs ? Donc c'est vraiment un jeu d'analyse, d'inventaire et puis de repositionnement. Vous avez été, je disais en tout début d'intro, élu designer de l'année à Maison Objet. Ça vous fait quoi ? J'étais très honoré d'être élu designer de l'année. Je suis maintenant designer de l'année depuis 2 ans et demi. À cause du donc confinement. Je crois que dans l'histoire des designers de l'année, je suis celui qui a la plus grande longévité, mais c'est pas grâce à nous ni grâce voilà. Mais non, j'étais très agréablement surpris qu'ils nous élisent designer de l'année. Puis c'est pas commun que ce soit un architecte et un architecte d'intérieur ou un architecte qui soit nommé. Et en même temps, je pense que c'est intéressant parce qu'on a peut-être une approche un peu différente du design proprement dit. Voilà, on a une approche notamment sur le temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'essayer d'anticiper des temps longs sur les projets. Et j'étais très flatté, voilà, d'être élu designer de l'année. Ça ne vous gêne pas justement cette histoire de termes, designer, architecte ? J'ai l'impression qu'il y en a qui tiennent beaucoup aux bons mots. Et alors ça m'a beaucoup gêné pendant une époque. Et puis finalement, je me dis, c'est pas très grave. Finalement, la fonction est jamais très grave par rapport au résultat de ce qu'on produit les uns les autres, qu'on soit designer, architecte d'intérieur. On parle même de directeur artistique maintenant. Les grandes boutiques de luxe d'aujourd'hui sont plus dessinées officiellement par des architectes, mais par des directeurs artistiques. Alors que bien sûr que derrière des architectes, mais c'est plus former des collectifs pour vraiment répondre à des commandes de manière commune. Et on fait beaucoup de collaborations, nous, avec des designers, justement. On a, par exemple, vous citiez tout à l'heure le restaurant qu'on a fait pour la famille Houzet sur la toiture des Galeries Lafayette. On a travaillé avec Pierre-Marie, qui est un ornemaniste très réputé, qui est un artiste à part entière, qui dessine notamment les carrés Hermès. Et on a fait avec lui une très grande tenture sur l'ensemble du restaurant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est retourner à la source de ces collaborations qu'il pouvait y avoir dans les années 60, où ça n'était pas qu'un architecte qui faisait les projets, mais il faisait appel à des designers, des artistes. On a réhabilité, il n'y a pas très longtemps, une usine à Tours qui avait été dessinée par Zerfus et Jean Prouvé. Et ils avaient fait appel à un troisième larron, un artiste qui s'appelait Pilet, et qui avait fait toutes les fresques à l'intérieur de l'usine pour accompagner les travailleurs à travailler dans de meilleures conditions. Et en fait, quand on a analysé le bâtiment, on s'est rendu compte que l'œuvre d'art à l'intérieur était aussi importante que les façades ou que les châssis, et faisait vraiment partie prenante du projet. On a fait une autre collaboration il n'y a pas très longtemps, intéressante, avec Laurent Dumas, Emerige, qui est un maître d'ouvrage français, à Beaupassage, qui est toute l'intervention dans le 7e arrondissement. On a fait une collaboration avec 5 artistes différents, dont Eva Jospin, qui a fait une œuvre monumentale qui s'appelle La Traversée. Et je ne considère pas l'architecture sans y intégrer l'art, mais de manière réelle. Pas à l'image d'un % artistique qui au début était une très bonne idée. C'est vrai que quand Malraux a décidé de mettre en place ces 1% artistiques pour que les artistes aient de l'argent pour travailler,
Et c'était vraiment une décision d'après-guerre parce que disons, le milieu des artistes avait été dévasté, ils n'avaient plus de commandes, ils n'avaient plus de travail, etc. Et le fait d'intégrer l'art de manière quasiment réglementaire, légale dans les constructions architecturales, je trouve que c'était une très bonne chose. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les commandes publiques viennent à s'appauvrir en ce moment. Donc il faut impérativement réintégrer les artistes dans des commandes privées. Et c'est ce qu'a fait Laurent Dumas, notamment en montant cette association qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, qui est une association de promoteurs qui intègre les artistes de manière systématique dans les fabrications architecturales. Justement, vous avez créé un fonds de dotation d'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche, cette envie ? Alors, le fonds de dotation qu'on a créé, déjà il est assez récent, puisqu'on l'a créé il y a 4 ans, mais disons la démarche d'accompagner les artistes, on l'a depuis très longtemps, depuis maintenant 15 ans, où au début c'était juste un accompagnement de prêter des lieux, et notamment nos bureaux, comme ils sont assez grands, assez vastes, etc., on se disait c'était bien de sortir des murs des galeries, sortir des murs des musées et de pouvoir exposer les artistes dans des manières différentes. Donc ça a été notre premier accompagnement avec les artistes, c'est de leur prêter des espaces pour exposer. Surtout quand ils n'étaient pas encore reconnus dans le système des galeries ou reconnus par le système institutionnel des établissements. Et après, on s'est mis à accompagner les artistes à réaliser des œuvres. Mais on les a accompagnés comme techniciens, encore une fois. Et c'est dû aussi à l'émergence des œuvres d'art un peu plus monumentales, c'est-à-dire de grande échelle, qui finalement sous-tendent les mêmes problématiques que l'architecture, c'est-à-dire des fondations, de la résistance au vent, de la résistance à l'eau, la pérennité des matériaux. Et on s'est mis à accompagner les artistes à réaliser des œuvres. Et puis après, comme par exemple effectivement le projet qu'on a fait avec Tatiana Trouvé à New York pour le fonds qui gère Central Park, c'était une œuvre gigantesque, mais tellement gigantesque qu'il fallait bien la poser sur des fondations, il fallait pas qu'elle tombe sur un passant, donc il fallait bien l'ancrer dans le sol, et on se transforme un peu en ingénieur d'accompagnement d'artistes. Voilà. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que souvent, les artistes, quand ils viennent nous voir, ils nous disent mais je suis dans l'incapacité de faire ça. Jamais je ne pourrais faire ça. Je n'y arriverai pas. J'ai pas les connaissances pour. J'ai pas la technique pour. Et donc, on les accompagne généreusement. Et puis, ça nous permet aussi de mettre en relation des artistes avec des commanditaires d'architecture. Donc, finalement, d'être non pas intermédiaire au sens financier, mais d'être entremetteur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément le milieu des artistes et ça nous permet de les mettre en relation pour que des commandes artistiques merveilleuses voient le jour. Quelles sont vos inspirations au quotidien, mais personnelles ? Alors, mes inspirations, elles sont très concrètes. On dit souvent que c'est un mélange d'intellect et de concret, le milieu de l'architecture, mais moi je suis fasciné par les objets depuis toujours. Je suis un collectionneur d'objets. Je suis un collectionneur d'objets notamment militaires. Alors ça ne veut pas du tout dire que je suis un pro armé et que j'aime la guerre, hein, bien au contraire. Mais je suis assez fasciné par les objets qui durent dans le temps, ont une vision vraiment de pérennité, ont une vision aussi de fonction. On s'est longtemps éloigné des fonctions avec les générations de designers des années 80, où on se préoccupait plus de l'enveloppe de l'objet que de sa fonction réelle. Et moi, j'essaie de revenir au degré zéro du design, c'est-à-dire avant qu'on imagine que le design, l'objet de design, soit uniquement en rapport avec une plastique. La forme, pour moi, m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que la fonction et la forme soient en symbiose. Ça, je trouve ça assez passionnant. Donc voilà, je suis un fétichiste d'objets, je collectionne beaucoup, et c'est ça qui m'a rapproché de ce côté concret, la fabrication des choses. Et moi-même, j'aime beaucoup, le terme bricoler n'est pas le bon, mais j'aime fabriquer les choses moi-même. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous détendre ? Je fabrique des choses moi-même, je refais des toitures dans ma maison de campagne, j'aime bien les gros chantiers. Donc j'aime bien au moins appliquer ce que je demande à des entreprises, savoir le faire moi-même. Alors pas aussi bien forcément que les artisans et les compagnons de France, mais j'aime beaucoup restaurer des choses, j'aime beaucoup sauver un objet. Et j'aime bien l'idée de sauver des objets, j'aime bien les restaurer. Et mon passe-temps, c'est essentiellement ça. Est-ce qu'il y a des figures du design, de l'archi que vous admirez particulièrement ? Il y en a énormément. Moi, je suis
j'aime beaucoup les designers nordiques dans les objets, les Jacobsen, Spreckelson, parce que je trouve qu'il y a justement cette vision de la perfection de l'objet industriel, mais qui s'éloigne jamais de l'utilisateur, qui est toujours très présent. Après, dans les artistes, moi j'ai été passionné, j'ai beaucoup étudié Donald Judd, qui est un artiste minimaliste, mais qui a flirté avec le design, qui a flirté avec la fabrication de meubles, etc., et qui a été une grande influence pour moi. Je suis parti en pèlerinage à Marfa, dans le Texas, là où il a racheté des anciens baraquements militaires pour héberger tous ses potes, pour qu'ils puissent faire des résidences d'artistes. Et je trouve que sa générosité avec justement tout son milieu artistique en fait de lui quelqu'un d'important dans l'histoire de l'art. Chez les architectes, j'ai toujours apprécié les architectes qui justement reconcentraient tous les métiers dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais d'Alvar Aalto, je parlais d'Oscar Niemeyer. Pour moi, aller au bout d'un projet architectural, c'est-à-dire de dessiner un bâtiment, enfin d'abord d'avoir une vision urbaine de l'implantation d'un bâtiment, après de dessiner l'objet lui-même de l'immeuble, mais d'aller très loin jusqu'à dessiner une poignée de porte, pour moi, ça fait partie d'un tout et d'une compréhension d'une œuvre. Et je pense que c'est embêtant de morceler un projet d'architecture parce qu'on perd sa limpidité, sa lisibilité et ses ambitions. Mies van der Rohe, effectivement, est pareil, un architecte que j'affectionne énormément et qui a révolutionné énormément de choses. Si vous faites un dîner dans votre maison de campagne dont vous parliez avec 6 artistes ou 6 personnes, qui seraient-elles ? Qui seraient-elles ? Je prendrais des copains, déjà, parce que comme ça, on se marrerait bien. Je sais pas, je prendrais le couple Thomas et Marion Mayender, qui sont des amis que j'adore et qui elle est en même temps un pied dans l'art et dans le design. Et Thomas, lui, il est vraiment artiste photographe de formation. Je prendrais peut-être Yurgo, qui est un signaléticien, avec qui on travaille beaucoup. On est en train de faire la réhabilitation de l'Arche de la Défense ensemble. Qui je prendrais d'autres ? Tatiana Trouvé, je pourrais l'inviter. Faudrait que je prenne un architecte aussi, non ? Quand même, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Ouais, c'est pas évident, cette question. Là, je vois que vous avez des platines derrière. Vous travaillez en musique ou c'est pour les soirées ? Elles sont que là pour la déco. Non, autrefois, je m'en servais beaucoup. En fait, j'ai hésité un petit peu à faire de la musique ou de l'architecture quand j'avais 18 ans, quand je savais pas exactement où je me trouvais. J'ai sorti un album, enfin une phase B d'album avec un ami. Et puis, je faisais beaucoup de musique. Voilà, je faisais de la batterie, du piano. Et j'aimais bien passer des disques. J'aime pas dire DJ, mais j'ai toujours été très mauvais avec le crossfader là, pour passer d'un morceau à un autre. Mais j'aimais bien passer des disques à l'ancienne, comme un jukebox. Et c'est vrai qu'on est une génération un peu de sampling. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir touché un peu à tout, d'être passé par la Glasgow School of Art, d'être aussi une génération d'images et de sampling d'images avec Google Images, qui est quand même reste pour plein de créatifs aujourd'hui une source d'inspiration monumentale. Autrefois, il fallait aller dans une bibliothèque pour trouver des images de référence et des choses comme ça. Aujourd'hui, on a des mines d'or devant nous. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est cette pluridisciplinarité, ces iconographies multiples et la génération sampling, c'est aussi de pouvoir se nourrir d'énormément de choses et de pouvoir en faire une synthèse intelligente. Et on me dit souvent, et c'est ce qu'ils m'ont posé comme question sur le projet qu'on a fait pour Maison et Objets, c'est quoi votre vision du futur du bureau ? Et je leur disais en permanence, je n'en ai aucune idée. Mais aucune idée. C'était pas un constat d'échec. Mais c'était de se dire que finalement, moi je pense que c'est l'analyse de l'histoire, du moment présent, etc., qui va donner des solutions futures de comment on s'organise, comment on va travailler, comment on va vivre. Et je crois, moi j'ai beaucoup d'espoir sur trouver des solutions futures en analysant le passé. Je suis un peu conservateur pour ça, et c'est d'ailleurs toute une recherche qu'on a fait dans le cadre de Maison et Objets, d'analyser dans le milieu du cinéma comment ils avaient pu voir le travail. Il y a eu des bureaux cloisonnés, les bureaux, les open space, les tours, et c'est très amusant d'observer que souvent ces habitudes changent avec les sociétés. Et comme en ce moment on est dans des périodes de mutation où les cycles se raccourcissent, et je pourrais en revenir à Paul Virilio dont vous me parliez tout à l'heure sur la vitesse de l'information, la vitesse du changement, on est sur des vitesses qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Donc c'est compliqué de figer un design
dans une vitesse qui est trop rapide. Et c'est pour ça que je prône plus la flexibilité et la compréhension des mutations possibles que de cristalliser un projet dans une société au temps présent. Comment vous travaillez justement, plutôt en équipe, on est dans votre bureau qui est immense, ou plutôt tout seul, plutôt le soir, plutôt de chez vous, ici? Alors je ne travaille pas du tout seul, j'ai vraiment une vision très collaborative de mon métier. Mon bureau que vous voyez ici, qui est grand, effectivement, il y a une grande table, mais en fait c'est une salle de réunion permanente. C'est-à-dire qu'en permanence on fait des revues de projet ici, en permanence on fait des corrections. Donc j'ai une vision très très collaborative du travail. Je travaillais beaucoup le soir quand j'étais plus jeune, je travaille beaucoup moins le soir maintenant, et moi je suis maintenant assez dynamique le matin. Ouais, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme disait mon grand-père. Je pensais vous voir en blouse, j'ai cru lire que vous travaillez avec une blouse. C'est terminé cette époque? Non, ça arrive encore, mais je travaille en blouse quand je fais des maquettes, des trucs qui sont salissants. En fait, j'ai usé tellement de vêtements bêtement quand j'étais plus jeune, parce que j'avais la flemme de changer de vêtements, que la blouse était la manière la plus simple de protéger les vêtements en dessous. Quel est votre dernier achat? Dernière question. Quel est mon dernier achat? Déco, design. Déco, design, c'est une bonne question. Récemment, j'ai racheté des meubles USM. C'est des meubles qui ont été conçus et dessinés par des Suisses allemands dans les années 60. Pour lesquels j'ai une passion. Passion parce que justement, ils sont mutables. Voilà. Si un jour on veut faire une étagère, on fait une étagère. Si un jour on veut faire un buffet, on fait un buffet. Donc j'aime bien les restaurer. Je les achète d'occasion la plupart du temps. Mais j'ai plein d'autres... Qu'est-ce que j'ai acheté comme objet récemment là? Vous me posez que des cols. Là, il y a un cendrier qui est un cendrier de Gio Ponti. Voilà, que j'ai trouvé, j'ai acheté sur Le Bon Coin il n'y a pas très longtemps. Et qui est pour moi un exemple de design absolument parfait. Merci beaucoup, Franklin. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.